Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Mode d'emploi. J'espère que vous êtes en pleine forme et que vous êtes prêtes pour cet épisode qui s'annonce très concret puisque le sujet du jour, qui est d'ailleurs un exercice, ça va être de faire le bilan de son année pour sa marque et de préparer l'année à venir, donc l'année 2025, au moment où j'enregistre le podcast. La fin d'année dans le milieu entrepreneurial, elle est souvent synonyme de bilan, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on voit de partout, sur les réseaux, par exemple. Donc tout le monde y va de son petit bilan, donc je me suis dit: «Pourquoi pas, moi, en proposer un spécial pour les marques de vêtements?» mais ça fonctionne aussi si vous avez une marque de bijoux, une marque de cosmétiques et cetera. Je pense que ça serait bien d'avoir, voilà, un bilan qui est axé vraiment sur cette partie, produit. Donc j'ai préparé un exercice en 5 grandes étapes, pour vous aider à y voir plus clair et pour vous guider vers, l'avenir de votre marque en 2025. Pour celles qui n'auraient pas encore de marque, je vous rassure, je vous sors donc lundi prochain un épisode spécial lancement de marque pour 2025. Mais dans tous les cas, vous pouvez toujours rester sur cet épisode puisque ça vous apportera quand même pas mal de conseils et de tips, je pense. Donc sans plus tarder, sortez un carnet et un stylo, c'est parti pour notre bilan 2024. La première étape que je vous propose, ça va être de regarder les chiffres. Donc on va aller dans du concret, on analyse finalement de la data. Il faut revenir à du concret quand on veut faire un bilan parce que l'idée c'est d'abord d'analyser le concret et ensuite d'analyser les choses un peu plus non palpables qu'on peut avoir, mais il faut commencer par les chiffres parce que dans notre domaine, seuls les chiffres parlent vraiment. Donc, regardez les chiffres, par exemple, à l'année, au trimestre, par mois, par jour, et le panier moyen, c'est-à-dire combien j'ai fait de chiffre d'affaires cette année, et je le compare à l'année dernière. Combien j'ai fait de chiffre d'affaires par trimestre en moyenne? Est-ce qu'il y a des trimestres qui sont plus dégagés que d'autres, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai fait comme chiffre par mois, du coup, par jour? Voilà, je vais vraiment essayer de rentrer dans le détail pour avoir des données sur des échelles de temps différentes et aussi un panier moyen pour voir si mon panier moyen, il est plus élevé que celui de l'année dernière ou moins élevé, etc. Je peux aussi me dire, d'analyser d'où viennent les ventes, d'où viennent, donc vraiment en termes de chiffres, hein, là aussi. Est-ce que je fais une majorité de chiffres grâce à mon site internet, grâce à des boutiques physiques, grâce à toutes autres opérations commerciales, etc. Ça, c'est pour tout ce qui est donc des ventes, je les analyse pour vraiment avoir, des chiffres sous les yeux et être réaliste parce que souvent on peut avoir une tendance en fait, enfin, on peut se faire une idée dans notre tête de se dire: «Bah là, cette année, j'ai hyper bien vendu à Noël» et finalement quand on compare avec l'année précédente, on se rend compte qu'on avait moins vendu et qu'un mois qu'on pensait pourri, finalement, il était plutôt pas mal. Donc voilà, il faut être très factuel dans les chiffres quand on fait son bilan pour vraiment, regarder les choses en face. Ensuite, on peut regarder aussi donc les autres chiffres. Je suis toujours dans la première étape, hein, de analyser les chiffres. Vraiment, faites-vous un tableur très précis avec tout ça. Vous pouvez regarder les autres chiffres qui sont, par exemple, le nombre d'abonnements à la newsletter. Est-ce qu'il a beaucoup augmenté? Est-ce qu'il a augmenté un peu chaque mois, et cetera. Les abonnements sur Instagram, comparé à, l'année, quand vous avez fini l'année 2023. Le nombre aussi de SAV, ça c'est intéressant de regarder si votre nombre de tickets ouverts pour le SAV, a été, supérieur ou inférieur, le nombre de retours produits et cetera. Vous pouvez même analyser le nombre de messages et de demandes sur le site que vous avez eu. Ça montre, plus ou moins d'engouement. Ça montre aussi où sont les gens dans votre tunnel de vente et donc savoir si vous avez réussi à driver les gens vers, un passage à l'achat, potentiellement en faisant une demande sur un site internet ou un message. Vous pouvez aussi analyser vos chiffres sur votre référencement web. Bref, vous dressez un bilan concret de tous ces chiffres et vous les analysez pour savoir ce que vous vendez le mieux déjà, heu, où est-ce que vous vendez le mieux? Est-ce que c'est sur votre site internet, sur votre boutique physique et cetera? Est-ce que c'est pendant telle ou telle période? Est-ce que c'est à Noël? Est-ce que c'est au début d'année? Enfin voilà, vous dressez un bilan pour savoir
où vous vendez le mieux et surtout où vos efforts ont-ils été payants. Si pendant l'année 2024, vous avez, tout misé sur les boutiques physiques, bah, analysez si vos efforts ont été payants. Si au contraire, pendant l'année 2024, vous vous êtes dit: «Je ferai pas comme en 2023, je vais, me, ralentir par exemple les publicités payantes». Bon, bah, essayez de voir si, vous avez perdu du chiffre d'affaires suite à ça ou au contraire si vous en avez gagné, au contraire si vos bénéfices ont augmenté et cetera. Vous pouvez voir aussi quel réseau, vous rapporte le plus de visibilité, donc quel réseau, social, semble le mieux, fonctionner. Et voir aussi donc si toutes ces métriques sont-elles en hausse ou en baisse, c'est-à-dire est-ce que votre, engagement sur Instagram augmente? Est-ce que vous sentez qu'il y a plus d'engouement ou pas? Est-ce que vous avez plus de messages au quotidien? Est-ce que, vous avez plus de commentaires? Est-ce que au contraire vous en avez moins? Et cetera. Et vous pouvez les comparer à votre chiffre d'affaires. Ça va vous permettre par exemple de voir que parfois, si, j'ai un engagement qui baisse sur Instagram, que j'ai moins de réponses, que j'ai moins de likes à mes posts et cetera et finalement je compare avec mon chiffre d'affaires qui, lui, continue d'augmenter, je me dis: «Bon, OK, finalement mes efforts sur Instagram, on va peut-être pas, les mettre, continuer de mettre autant d'efforts sur Instagram, sachant que c'est pas les plus payants». Par contre, si je vois que avec une baisse sur Instagram, j'ai aussi une baisse de chiffre d'affaires, peut-être que, ceci, je peux corréler les 2 quoi et me dire, bah, que c'est lié à ça et donc mettre plus d'efforts sur Instagram. Voilà, l'idée c'est vraiment de savoir où vous allez mettre vos efforts en 2025, sur quel réseau social, sur quel, réseau de vente, donc site internet, boutique, physique et cetera et de pouvoir vraiment analyser, dresser un bilan et pouvoir, bah, par la suite mettre, des objectifs, pour 2025. Ça, on le verra dans la suite de cet épisode. Voilà pour la première étape, regardez les chiffres, analysez-les et dressez un bilan. La deuxième étape, ça va être d'analyser là, les ventes. Donc on pourrait, penser que c'est la même chose que les chiffres, mais pas vraiment. L'idée là, ça va être de dresser par exemple le top produit en général, c'est-à-dire les 3 produits qui font le plus de ventes en 2024 pour votre collection. Donc selon votre nombre de pièces dans votre collection, vous, choisissez de dresser un top produit avec un seul produit, 2, 3, et cetera, peu importe. Mais en gros, regardez quel est le produit qui a été le plus vendu. Alors le plus vendu en termes de quantité, mais aussi celui, si c'est pas le même, qui a été le plus vendu, enfin qui a généré le plus de chiffre d'affaires. Parce que des fois, ça peut ne pas être le même. Je peux vendre très très bien un t-shirt pas cher et pour autant faire peu de chiffre d'affaires parce que je l'ai vendu au rabais, parce que il n'est pas vendu très cher, etc. Et par contre, vendre une pièce bien plus chère qui va générer donc, au général beaucoup plus de chiffre d'affaires que mon petit t-shirt, mais pour autant j'en aurais vendu moins en termes de quantité, OK? Donc dresser ce top produit, donc moi je vous recommande voilà 3 produits, qui ont fait le plus de ventes en termes de quantité et en termes de chiffre d'affaires et si c'est pas les mêmes donc vous mettez, les 2 produits à chaque fois. Ensuite bien sûr, on va devoir analyser le flop produit, donc pour la même, de la même manière, les 3 produits qui ont fait le moins de ventes en termes de quantité et le moins de chiffre d'affaires. Si vous avez une grande collection, heu, ou que vous avez plusieurs types de produits, ce qu'on appelle des familles de produits, par exemple, si vous avez du prêt-à-porter et des accessoires, si vous avez, au sein même de votre collection, pas mal de t-shirts, de hauts, pas mal de bas, pas mal de jupes, vous pouvez faire un top produit pour chaque famille. C'est-à-dire quel est le haut que j'ai le mieux vendu? Est-ce que c'est un t-shirt? Est-ce que c'est une blouse? Est-ce que c'est, un pull? Et cetera. Voilà, vous faites ça par famille de produits, c'est toujours intéressant pour voir ce qui fonctionne le mieux en fonction de la famille puisque, acheter un pull et acheter un t-shirt ou acheter un pantalon, c'est quand même pas la même chose, on le fait pas pour les mêmes raisons et on le fait pas de la même manière. Donc analysez, voilà, vos top produits et vos flop produits. Vous faites des classements et vous tirez donc des conclusions. Donc pour tirer des conclusions de ce classement, vous pouvez vous dire, déjà, quelles sont les tailles que j'ai le mieux vendues. Donc là, vous faites un classement des tailles et vous voyez si c'est cohérent avec, par exemple, les productions que vous faites. Est-ce que c'est cohérent avec vos grilles de taille en général? Vous pouvez classer aussi les couleurs et les motifs. J'ai vendu énormément de pièces bleu marine cette année, donc ça montre un certain engouement pour, ce genre de couleurs. Si je vois qu'au contraire je vends beaucoup les coloris, très colorés, fantaisie et cetera et moins les coloris dits basiques, bon bah, je me dis: «Bah, ma cible elle a envie de ça, quoi».
Je vais aussi peut-être classer les matières, les compositions. Est-ce que ma cible, elle achète, les matières qui sont certifiées, par exemple, dans ma collection? Ou est-ce que c'est assez disparate et finalement ça veut du coup, rien dire dans le sens où, elle achète pas en fonction de ça? Je peux classer aussi les prix de vente, c'est-à-dire, est-ce que j'ai tendance à vendre mieux des pièces qui sont plus chères ou qui sont moins chères ou qui ont un prix moyen? Ça va permettre en général, parce qu'on a tendance à se dire, moins je vendrai cher, enfin, plus je vendrai pas cher, plus je vais vendre, plus ça va intéresser les gens et finalement quand on analyse nos ventes, on se rend compte que c'est pas forcément les produits, d'entrée de prix qui partent le mieux et que parfois c'est des produits à un niveau de prix bien plus élevé. Donc ça rassure aussi des fois et ça montre que notre cible, elle est prête à payer ou alors qu'elle n'est pas prête à payer si, le classement s'avère, dans l'autre sens avec des petits prix en premier. Donc analysez vos ventes, de manière assez générale et puis de manière beaucoup plus, focus sur certains produits. Faites des classements et tirez des conclusions pour la deuxième étape de ce bilan. La troisième étape du bilan, ça va être d'analyser cette fois-ci, votre état sur cette année. Donc comment est-ce que vous vous êtes senti? Comment vous avez ressenti l'année 2024 d'un point de vue professionnel? Quels ont été par exemple les points les plus difficiles pour vous? Quels ont été, pardon, je bégaye, quels ont été les points les plus difficiles pour vous? Pourquoi et comment y remédier? Donc c'est-à-dire si vous vous dites, «Cette année, la production a été très compliquée pour moi parce qu'on a eu beaucoup de soucis de production avec notre atelier, avec tel atelier en particulier et cetera. Ça a été énormément de stress, beaucoup d'angoisse et tout ça». Bah, vous tirez des conclusions sur vraiment ce qui a été difficile pour vous et vous essayez de trouver des solutions. Par exemple, soit je vais déléguer à quelqu'un cette partie de développement, soit je vais décider de changer d'atelier, soit je veux faire un point avec mon atelier pour leur expliquer, ce qui a été compliqué et cetera et pour pouvoir aller de l'avant avec eux. Soit je décide de me détacher de cette partie production ou en tout cas d'essayer de relativiser et de prendre, vraiment de reculer un peu d'un pas pour, prendre du recul sur cette, situation. Enfin voilà, vous essayez de trouver des clés pour remédier à ces problèmes. Si par exemple ces problèmes de production, sont liés à un type de modèle en particulier, bon, bah, peut-être qu'il faut arrêter ces modèles, peut-être qu'il faut les faire différemment et tout ça. Voilà, peu importe les points difficiles, trouver des solutions en face pour que l'année 2025 ne ressemble pas à l'année 2024 sur, ces difficultés. Vous pouvez mettre aussi, en fonction de votre état, donc quelles sont les choses que vous avez adoré faire, dont vous avez été très fier et que vous pourriez potentiellement faire tous les jours si on vous le demandait. C'est-à-dire vraiment cette zone de génie, ces étapes et ces choses à faire dans lesquelles vous excellez, tant en termes de compétences, mais aussi en termes d'énergie. C'est-à-dire quelles est les étapes, les tâches dans lesquelles j'ai envie de mettre le plus d'énergie parce que j'adore faire ça et que ça me rend fière et que c'est hyper gratifiant pour moi et que ça améliore mon état global de l'année. Pareil, vous listez ça et l'idée, ça va être bien sûr en 2025 de se mettre un focus sur ces étapes-là, sur ces choses-là pour, pouvoir exceller et puis avoir un quotidien d'entrepreneuse qui est quand même plus sympa que, se focuser sur les difficultés. Voilà pour la troisième étape, analysez votre état, vos points difficiles et au contraire, vos points de génie, pour, 2024. Ensuite, en quatrième étape, on va dresser le portrait de 2025 justement. Maintenant, on utilise ce bilan pour, démarrer l'année 2025 comme il se doit. Donc pour dresser le portrait de 2025, on commence par, mettre des objectifs de chiffre d'affaires et de vente. Moi, je vous conseille les objectifs BMW, donc bien, mieux et waouh. J'en ai déjà parlé, il me semble, dans un épisode notice, donc un épisode court qui sort le jeudi pour comment réussir son lancement. Je crois que c'était ça l'épisode. Et le principe de ces objectifs BMW, c'est au lieu d'avoir un seul objectif, de se dire bah, je veux faire cette année 50 000 € de chiffre d'affaires. Et donc se fixer par exemple un objectif qui est quand même un peu ambitieux, qu'on a envie de réaliser et qui nous donne envie de le réaliser. Là, on va s'en fixer plusieurs. Donc le bien, on met un objectif qu'on est quasi sûr d'atteindre. Ça permet déjà qu'à la fin de l'année, quand on l'aura atteint, on sera quand même contente, même si on n'a pas atteint le deuxième ou le troisième objectif. Donc ça, c'est pour l'objectif B, bien. Le mieux, c'est l'objectif un peu idéal, celui qu'on n'est pas certaine d'atteindre, mais qu'en même temps, ça serait bien qu'on l'atteigne parce qu'il faut qu'on évolue et il faut qu'on avance. Donc ça, en général, c'est celui qui, en réalité, à la fin, si on a bien
programmer notre année et fixer nos objectifs, on peut atteindre celui-ci. Ça, c'est pour le mieux. Et le waouh, c'est un peu celui qui fait rêver et en même temps, faut pas non plus qu'il soit, inatteignable parce que c'est pas, l'idée, c'est pas de fixer quelque chose qu'on n'atteindra jamais. Mais voilà, d'en avoir un où on se dit: «Waouh, si je fais ça, je vais être hyper fière de moi», donc ça, c'est l'objectif waouh. Donc se fixer des objectifs de chiffre d'affaires et de vente, BMW, et ensuite les diviser par mois, par semaine et par jour pour voir concrètement combien on doit faire de chiffre d'affaires chaque jour, en 2025 pour atteindre chaque objectif B, M et W. Ensuite, en face de ça, je vais mettre, les, actions à faire, je vais lister les actions à faire pour atteindre ces objectifs. Donc je vais me lister ce que je dois continuer, ce que je veux continuer, que ça soit en termes d'énergie et d'envie et que ça soit en termes aussi de rentabilité de l'action. Donc c'est ce qu'on a pu analyser, dans, les premiers chiffres ou dans les ventes, par exemple. Qu'est-ce que j'oublie? Est-ce que, il y a des modèles qui sont pas du tout rentables? J'ai certains produits, qui me rapportent pas du tout de chiffre d'affaires et qui sont une vraie galère à développer. Bon, bah, je les enlève et ça me permettra potentiellement de mieux atteindre mes objectifs. Et voilà, je vais, dessiner comme ça mon quotidien 2025 sans être trop ambitieuse, hein. Faut pas que je me dise: «Bah, j'arrête tous les modèles qui marchent pas» ou alors, «J'arrête totalement Instagram et je me concentre sur tout à fait autre chose, sur TikTok qui me rapporte plus d'argent». Il faut quand même, rester réaliste dans le sens où faut pas faire un virage à, 180 degrés trop brusque parce que, là, pour le coup, on pourrait perdre des bases solides qu'on a déjà créées. Donc je reste réaliste, je liste ce que je continue et ce que j'oublie, tout en étant modérée, dans mes actions. Moi, ce que j'aime bien faire pour dresser toujours le portrait de 2025, c'est ensuite de me mettre une action concrète par mois, un objectif. C'est-à-dire que si dans mon bilan, précédemment, je me suis dit que je voulais développer un peu plus mon référencement, naturel sur Google. Donc par exemple, faire, plus d'articles de blog parce que j'ai remarqué que ça avait permis d'augmenter ma liste email et que je convertissais hyper bien en newsletter, par exemple. Je vais me dire: «Bon, bah, au mois de janvier, je vais me concentrer sur le SEO, je vais, me mettre comme objectif de booster mon SEO et pour ça, après, je vais donc peut-être suivre une formation et me programmer un objectif de sortir un article par mois, pendant 12 mois et au mois de janvier, je vais essayer de tous les rédiger pour être prête pour l'année qui suit et au mois de février, je vais me noter de, lister un maximum d'idées pour les newsletters et d'avoir comme ça une idée de newsletter pendant, 52 semaines, et comme ça, je pourrais sortir une newsletter par semaine. D'ailleurs, si vous cherchez des idées de newsletter, j'ai un freebie, sur, mon site internet, donc un cadeau, où il y a justement 52 idées de newsletter pour une marque de vêtements, de bijoux, de cosmétiques et cetera. Vous pouvez retrouver ça sur mon site internet directement dans les outils gratuits. Ça, c'est pour l'étape 4, dresser le portrait donc de 2025. Maintenant que j'ai fait ça, que j'ai dessiné mon quotidien, mon futur quotidien de 2025, je vais, poser la stratégie de collection. Donc là, je vais me concentrer vraiment sur mon offre, donc mon produit, mes produits et je vais me dire quels sont les produits que je vais reconduire. Imaginons, j'ai un pantalon qui est un hit produit, que j'ai hyper bien vendu, qui en plus est, rentable. Non, on va partir du principe qu'il est même pas très rentable. Mais par contre, je le vends hyper bien. Donc, il me coûte cher à fabriquer, mais, je le vends très bien, il plaît énormément à ma clientèle, et cetera. Donc ce produit-là, bah, je vais pouvoir, me dire: «Je le reconduis». Donc un produit reconduit, c'est un produit qu'on recommence, qu'on continue de faire, quoi. Par contre, je vais le reconduire tel quel et je vais peut-être, faire une ou 2 déclinaisons dans une autre matière, dans une autre couleur ou avec un détail qui change un petit peu pour essayer de diminuer le coût de revient de ce produit-là et du coup optimiser sa rentabilité et faire que mon second produit, son petit frère, va être tout aussi, bien vendu, mais il sera encore plus rentable que le grand frère. Donc ça, c'est, de la stratégie de collection. C'est très important de analyser sa collection pour pouvoir dresser une stratégie de collection et vous devez le faire chaque année, mais surtout à chaque collection. C'est-à-dire que si vous sortez 2 collections par an ou 4 collections par an, à chaque fin de collection, vous analysez la collection que vous avez vendue précédemment, celle que vous avez vendue l'année dernière et vous dressez donc, la stratégie pour la prochaine. Donc j'analyse mes produits, je vois ce que je décide de ce que je veux reconduire, ce que je ne reconduis pas, ce que je modifie. Je tire là aussi des leçons, par exemple, des couleurs en me disant,
je vois que le bleu marine plaît énormément, bah, peut-être que mon hit produit, je vais le décliner en bleu marine, par exemple. Ou alors peut-être qu'un produit qui se vend un peu moins bien, je vais essayer de le décliner en bleu marine. Ou peut-être que je vais créer des nouvelles pièces et je vais inclure plus de bleu marine dans ma prochaine collection. Pareil pour les motifs. Est-ce que, par exemple, si j'ai un motif qui s'est très bien vendu, je vais pas forcément refaire le même motif, mais par contre, est-ce qu'on peut analyser, qu'est-ce qui a marché dans ce motif? Est-ce que c'est un motif, avec une échelle très grande, qui est très coloré, ou au contraire c'est un motif plutôt minimaliste, avec des petits, dessins géométriques et cetera? Est-ce que c'est un floral? Est-ce que c'est quelque chose, iconographique, c'est-à-dire avec un sujet? Enfin voilà, j'analyse mon motif, est-ce qu'on est plutôt sur quelque chose d'ethnique et tout ça, pour derrière pouvoir prendre des décisions sur les prochains motifs. Si j'ai des motifs ethniques, par exemple, dans ma collection, qui cartonnent, bah, je vais essayer de continuer. Si j'ai des motifs minimalistes qui ne marchent pas du tout, je les enlève pour la prochaine collection puisque c'est visiblement pas la tendance de consommation de ma clientèle. Pareil pour les prix, si je vois que mes, pièces, par exemple, les moins chères se vendent finalement pas si bien, bon, bah, peut-être que mon premier prix, je peux en garder un pour faire un produit d'appel et faire un prix d'appel, mais je vais peut-être augmenter un petit peu les autres ou si je vois que, mon panier moyen, il est à 90 €, je vais essayer de faire en sorte d'avoir un maximum de produits qui tournent autour de ce panier moyen pour, ne pas le diminuer et potentiellement augmenter mon panier moyen pour l'année 2025. Donc voilà pour la stratégie de collection. J'analyse les produits et je définis, les produits, le prix, les quantités, les tailles et cetera pour la prochaine collection de 2025 ou les prochaines collections de 2025. 6e et dernière étape, ah oui, je vous avais dit 5 grandes étapes, mais non, c'est bien, j'ai 6 étapes. Ça va être de définir ma vision pour 2025. Donc là, on est sur quelque chose de plus, comment dire? Énergétique, disons. C'est-à-dire que, on va être dans quelque chose d'un peu moins concret, mais pourtant, c'est très important d'avoir cette vision, et de visualiser 2025 en tant que tel, pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc déjà, la première chose qui est intéressante à faire, alors c'est quelque chose que beaucoup de monde fait, moi c'est une de mes coachs, d'avant, qui, me faisait faire ça et j'aime bien cet exercice, c'est de trouver et d'écrire son mot intention. Donc un mot intention, ça va être un mot qui va régir votre année, que vous allez choisir là maintenant pour toute l'année 2025. C'est-à-dire un mot qui doit résonner en vous et qui doit vous donner une sorte de direction. Ça peut être un mot qui est plus ou moins inventé ou en tout cas qui est un combiné de plusieurs mots. Ça peut être un mot juste, tout simple, par exemple, succès. Bon, c'est très basique, mais ça peut être ça. Voilà, vous allez trouver votre mot intention. Peut-être que ce serait la sérénité, peut-être que c'est, vous voulez retrouver de l'apaisement et cetera. Peut-être que vous avez, votre mot ça va être le chill parce que vous voulez, moins travailler. Essayez de trouver ce mot et de lister autour de ce mot tout ce qui est fait, qui résonne pour vous. Peut-être que la sérénité, ça va être dans votre quotidien professionnel, mais aussi personnel. Peut-être que ça va être une sérénité financière, voilà. Essayez de définir autour de ce mot tout ce qui symbolise pour votre année 2025 et ça, c'est votre mot intention et bien sûr, vous l'écrivez en gros et vous l'affichez sous vos yeux, dans votre bureau, quelque part. Il faut qu'il soit, en permanence. Vous le mettez en fond d'écran de votre téléphone. Bref, il faut que vous l'ayez en tête pour toute l'année. Et ensuite, vous allez définir aussi ce que vous voulez, et ce que vous ne voulez plus pour 2025 dans votre quotidien d'entrepreneuse. C'est-à-dire que si vous avez vécu beaucoup de stress lié à la production, vous pouvez vous dire: «OK, cette année, je ne veux plus, hem, échanger uniquement par email avec mon atelier. Donc je veux me rendre plus régulièrement, dans mon atelier» qui se trouve, par exemple, être au Portugal pour accélérer et faciliter la communication avec eux et du coup, bah, être moins stressé, pour, cette production et ce développement. Donc ça va vous permettre finalement de concrètement en face de problèmes ou de succès que vous avez eus, mettre des intentions et des actions pour la suite, pour 2025. Donc listez ce que vous voulez et ce que vous voulez plus. Si vous voulez plus de temps, par exemple, je sais pas, 2025, j'aimerais, créer plus de motifs et je veux les faire moi-même cette fois-ci parce que, ça me frustre de les faire ça me frustre? Waouh! J'ai aucune idée de comment on dit ça. Bref, ça génère chez moi une frustration de les faire créer par, une, dessinatrice, par exemple.
Donc, pour 2025, je veux me former à la création de motifs et je veux lancer mon tout premier motif. Et là, c'est concret, ça va vous permettre derrière de probablement faire un tableau de visualisation, pour votre année 2025 avec votre mot intention et de réaliser cet objectif. Parce que si vous n'avez pas vos objectifs sous les yeux, vous n'avez rien à atteindre. Si vous n'avez même pas d'objectif, pas défini un objectif à atteindre, bah finalement c'est sûr que vous n'allez pas l'atteindre puisque vous ne savez même pas que vous devez l'atteindre. Donc c'est important de se définir des objectifs si on veut atteindre et aller quelque part. Voilà, miser une destination d'arrivée, enfin une destination tout simplement, si vous voulez arriver là-bas. Parce que sinon, vous allez arriver à un endroit où vous n'avez pas tout à fait prévu et vous n'avez pas maîtrisé votre année 2025. Voilà pour cet épisode. On arrive donc déjà à la fin. J'espère que l'exercice vous aura plu. J'espère qu'il y aura eu des petites astuces et des conseils qui vous auront été utiles. Donc, n'hésitez pas à me le dire déjà en commentaire si vous écoutez sur Spotify ou sur Apple Podcast. Dites-moi en commentaire si cet exercice vous a aidé et quelles sont les choses que vous avez retenues. Maintenant, j'ai un ultime exercice et comme ça va me permettre de voir celles qui restent jusqu'au bout et qui font les exercices. Venez me dire en message privé sur Instagram votre mot intention pour l'année 2025. Je veux le connaître et je vous donnerai le mien en échange. Vous pouvez aussi me laisser 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. Ça aide le podcast à se faire connaître et ça me fait plaisir. Mes très chères créatrices, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.